avant tout propos, j'aimerais remercier Madame Gerba d'avoir accepté notre invitation. Il faut dire que quand on créait le concept, c'était la première personne qu'on visait. On voulait qu'elle passe premièrement. Finalement, elle n'était pas disponible et puis elle a été généreuse avec nous. Elle nous a trouvé aussi une de ses amies qui est passée premièrement. Elle nous avait promis, bien sûr, qu'elle reviendrait quand elle aura le temps. Donc, nous tenons à vous remercier vraiment sincèrement. On est très honorés. Donc, c'est quoi Afro Happening? Afro Happening, en fait, c'est une plateforme qu'on a mise en place en fait, pour la communauté afro qui permet aux promoteurs d'événements non seulement de publier leurs événements sur la plateforme, mais aussi de vendre leurs billets en ligne. Donc, en fait, c'est vraiment une plateforme qui va centraliser tout ce qui est événements afro. Parce que des fois, quand tu veux savoir qu'est-ce qui se passe dans la communauté, c'est soit du bouche à oreille ou bien il faut être à la bonne place au bon moment. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place cette plateforme-là. Et pour ce qui est de l'Afterwork Afro, c'est un concept qu'on a mis en place pour permettre aux gens de la communauté de connaître les personnes qui sont issues de la communauté, qui ont du succès dans un certain nombre de domaines. Parce que des fois, surtout les jeunes, on se demande c'est qui les références aussi au sein de la communauté. On se demande est-ce que tu peux tu peux venir d'Afrique et puis réussir au Canada. Tu peux être expatrié africain au Canada et puis réussir. J'aime utiliser le mot expatrié, pas immigrant, parce que quand quelqu'un quitte la France et puis qui vient, par exemple, ici, mais, ou bien chez nous, on l'appelle un expatrié, mais la différence, c'est quoi la différence? Pour moi, on est tous soit on est des expatriés, soit on est des immigrés, tout le monde. Alors, donc c'est vraiment pour permettre aux gens de la communauté de connaître ces personnes-là qui ont du succès, qui sont des références pour nous. Et aujourd'hui, on est tellement honorés d'avoir Madame Gerba avec nous. Parfait, merci beaucoup, Mamadi. Amina, sans plus tarder, moi, ce que j'inviterais peut-être les gens à faire, tu sais, je vais faire une vraiment courte biographie, puis Amina, c'est sûr que tu vas avoir l'occasion, c'est sûr, de parler, de nous dire qui tu es, comment tu t'y es prise aussi pour arriver là où tu es. Puis, tu sais, pendant que je fais ma courte biographie, je t'invite peut-être à écouter, c'est sûr, ce que je dis, cependant aussi à remémorer, toi, tes propres accomplissements, tes propres étapes. Parce que oui, on est là pour apprendre ce soir d'Amina, puis aussi, on est là pour essayer de suivre ses pas, ou en tout cas, essayer de se rendre ou essayer de surpasser nos propres objectifs. Donc, je t'invite à refaire peut-être, on est au mois de janvier en plus, c'est le début de la nouvelle année, je t'invite à faire peut-être un cheminement dans ta propre tête, dans ton propre parcours. Donc, Amina qui est née à Bafia, au Cameroun, qui est née dans un village sans eau courante, qui devait aller puiser l'eau à la source, comme tu l'as si bien dit dans l'un de tes podcasts. Je m'excuse, je vais peut-être demander à Mamadi si tu peux toi contrôler le son. Merci beaucoup. Merci, Bertrice. Donc, qui est née dans un village, c'est ça, sans eau courante, qui devait se rendre puiser l'eau à la source, qui est la 18e enfant d'une famille de 19, donc c'est pas rien. On parle d'un mariage polygame, donc quatre femmes. Et puis, 19e enfant sur 19, la seule fille qui est allée à l'école, qui a été prise par l'une de ses cousines, dans le fond, qui l'a emmenée, qui l'a éduquée, et puis qui a permis d'aller à l'école. Amina est tombée enceinte très jeune et elle a eu son premier garçon au Cameroun. Et puis en 1986, elle a immigré au Québec avec son conjoint qui, lui, a reçu une bourse pour venir ici au Québec en 1986. Amina, tu as plusieurs entreprises, tu es impliquée au sein de plusieurs conseils d'administration, tu es investisseur dans Beurre de Karité, L'Or Vert. Puis d'ailleurs, j'ai des questions là-dessus, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, tu fais plein de choses. Tu as établi des partenariats, notamment entre l'Afrique et le Canada. Tu es diplômé, bac, un DEC, je m'excuse, un DEC, un bac, une maîtrise, MBA, je m'excuse, MBA l'École de sciences de la gestion à l'UQAM. Et puis, à chacun de tes diplômes, ça a coïncidé avec la naissance de tes enfants, en tout 4 beaux enfants, dont l'une que j'ai vue dans l'un de ces podcasts Oser. Donc, sans plus tarder, Amina, j'aimerais que peut-être tu prennes le temps de nous dire qu'est-ce qui t'a emmené où tu es maintenant, puis comment tu t'y es prise. Alors, merci beaucoup. Merci, Mamadi, pour l'invitation. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Ça fait toujours plaisir de partager
Vous avez tout dit. Finalement, je n'ai plus rien à dire. Non. Mais si ce n'est que de dire qu'il y a une seule chose, une constance qui m'a amenée là où je suis aujourd'hui, je pense c'est la foi. La foi dans tous les sens du terme, pas seulement la foi religieuse, c'est la foi en moi, croire en moi. Et ça a toujours été la constance, en fait. Pour revenir un peu sur mon enfance, je pense que tout part de là. Tout part du fait que, comme tu l'as dit, je suis née dans une famille très pauvre, mais on ne savait même pas qu'on était pauvre, on était bien. On était bien, on allait s'amuser en allant puiser de l'eau. Je parle de 6 ans, 7 ans où j'ai quitté mes parents naturels, comme on dit ici, grâce à ma cousine qui est venue me chercher au village. Donc, quand on parle de la foi, c'est une grâce pour moi. Pourquoi moi? Donc, la question se pose toujours, pourquoi moi par rapport aux 19 autres? Non, les 19 autres, mes frères travaillaient avec mon père dans les plantations parce que lui, il était planteur, comme on dit ici, agriculteur. Donc, mes frères étaient là. Ma mère était la dernière. Donc, elle a eu 6 enfants. Les 6 derniers enfants de mon père. Je suis l'avant-dernière. Chez ma mère, on est juste 2 filles, mais chez mon père, en tout, on est 6 filles. Et je suis, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, la seule fille qui a eu la chance d'aller à l'école. Donc, j'ai eu cette chance d'aller à l'école parce que ma cousine, elle croyait en l'école. Elle croyait à cela parce qu'elle avait épousé quelqu'un qui, lui, avait aussi une famille, il avait aussi une autre femme, donc polygame, et ses enfants de sa première épouse allaient à l'école. Donc, moi, je me suis jointe à eux. On allait à l'école. Ça, c'est pour la petite histoire d'enfance. Donc, je suis restée chez cette cousine jusqu'à l'âge de 12 ans où j'ai déménagé à Yaoundé. Et à Yaoundé, je suis allée à l'école aux côtés de mon frère qui travaillait à Yaoundé. J'ai eu le concours d'entrée de Leclerc, pour ceux qui connaissent le Cameroun. Et c'est là-bas donc j'ai poursuivi. Ce qu'il faut savoir, c'est que partir de Bafia pour Yaoundé, c'était une mission. À l'époque, à mon époque, il n'y avait même pas de route. Il fallait se lever pour aller prendre le bus. C'était un bus qui nous amenait, ça faisait quasiment une demi-journée. Aujourd'hui, c'est rendu à 1h30 partir de Yaoundé pour Bafia, mais à l'époque, c'était tout un voyage. Il fallait dormir à côté du bac de la Sanaga. Donc, tout ça pour vous dire le parcours qui n'a pas été tellement facile. Alors, arrivé au lycée, toujours très, très limité au niveau des moyens, je n'avais pas de matériel scolaire. Donc, j'ai connu l'échec. J'ai connu l'échec même avant de partir de Yaoundé parce que je suis partie de Yaoundé pour un autre village, une autre ville qui s'appelle Bertois, au lycée de Bertois. Et c'est comme ça que j'ai poursuivi mon secondaire. Je suis tombée enceinte et la suite, vous la connaissez. J'ai dû arrêter, j'ai dû commencer à travailler. Et c'est en travaillant donc que j'ai vraiment compris. J'ai commencé à travailler en fait comme secrétaire. Mais pendant que je travaillais, je faisais le petit commerce pour aller vendre. Je vendais des oranges, des biscuits, ce qu'on appelle chez nous des croquettes. Donc, je faisais ce petit commerce-là qui, aujourd'hui, je comprends que j'étais entrepreneur en fait. J'entreprenais déjà pour survivre et voilà, pour la partie camerounaise. Donc, en 86, lorsque mon mari a la bourse de l'ACDI, on décide de venir au Canada.
Et j'arrive au Canada parce que lui aussi, il avait la foi en moi, il croyait en moi, il m'a donné la possibilité de retourner aux études pour pouvoir poursuivre mes études ici. Donc, je suis retournée au cégep où j'ai fait le DEC. Et pendant le DEC, j'ai eu ma fille, la deuxième, mon deuxième enfant, qui est né ici au Canada en 88. Et je suis passée à l'université à l'UQAM où j'ai fait mon bac. À la fin du bac, j'ai eu ma deuxième fille qui a le podcast Oser, vous avez vu. Et ainsi qu'à la fin de mon bac, j'ai continué directement au MBA parce que l'UQAM était la seule université qui permettait aux gens qui ont réussi avec une bonne note de passer directement du bac au MBA. C'est l'UQAM qui donnait cette possibilité-là et ça s'appelait à l'époque le MBA Recherche. Donc, pendant mes études, j'ai fait, ma recherche portait sur le positionnement du produit touristique Afrique. Pourquoi touristique? Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'au niveau du bac, j'ai fait un bac en gestion et intervention touristique. C'est un bac en administration, mais avec une spécialisation sur la gestion et l'intervention touristique. C'est là où j'ai compris vraiment comment l'Afrique était mal perçue ici. Et je me suis dit, au niveau du bac, au niveau de la maîtrise, je devais me concentrer sur ce produit-là parce qu'en marketing, où je me spécialisais, je faisais beaucoup d'études, beaucoup de recherches. Et ma recherche pour mon mémoire a justement porté sur ce produit, ce thème qui est le positionnement du produit touristique Afrique, ici en Amérique du Nord. C'est un mémoire de recherche que j'ai fait et cette recherche-là m'a amené à interroger les clients d'un club de voyage qui s'appelait le Club Aventure ici. J'ai passé le questionnaire à 10 000 clients de Club Aventure et sur ces 10 000, pourtant c'était des voyageurs d'aventure comme le nom l'indique, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de mauvaises perceptions, une mauvaise perception de l'Afrique. Les gens avaient peur des maladies, ils avaient peur, ils trouvaient que l'Afrique était pauvre, ils trouvaient qu'il y avait beaucoup, il y a des gens qui se posaient des questions même sur autour de moi, si on avait des routes, si on avait des maisons, comment les gens vivaient, est-ce qu'il y avait de l'eau potable, et je prends toujours cette anecdote, quelqu'un qui avait répondu un jour pour dire non, vous savez, on n'a pas de maison, même votre ambassadeur du Canada qui vit à Yaoundé, il vit sur un arbre. Donc, c'est comme ça qu'il vit sur un arbre pour répondre à la personne. Mais ça montre à quel point en 91, parce que ma maîtrise, je l'ai faite j'ai commencé en 91, j'ai terminé en 93. Ça montre à quel point les gens avaient une telle mauvaise perception de l'Afrique que ça m'a amené à me demander qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens découvrent cette Afrique que moi je connais, cette Afrique qui est riche, cette Afrique qui n'a pas que la misère, qui a d'autres choses. Déjà, en passant du village à la ville, on voit la différence, et en passant d'un pays à un autre. Donc, je me suis dit, il faut que je montre aux Québécois, aux Canadiens et aux Américains, Nord-Américains, que l'Afrique est riche, que l'Afrique a un potentiel et qu'on peut faire de l'argent avec l'Afrique. Donc, c'est une mission que je me suis donnée et cette mission s'est inscrite dans tout ce que je fais, tout ce que j'ai entrepris jusqu'à ce jour. Alors, je termine en 93. Là, je commence à travailler dans une firme conseil qui me donne la responsabilité de vendre l'Afrique aux entreprises qui étaient leurs clients, aux entreprises canadiennes qui voulaient faire des affaires en Afrique. Donc, j'étais directrice de projet Afrique et mon rôle était d'approcher les entreprises et de les convaincre
d'aller faire des affaires en Afrique parce qu'à l'époque, l'Agence canadienne de développement international, l'ACDI, avait un programme qui s'appelait l'ACDI Inc. C'était un programme de coopération industrielle où on faisait des études pour montrer qu'une entreprise avait des partenaires en Afrique ou ailleurs dans le monde et que ces partenaires-là étaient susceptibles d'acheter des produits du Canada ou d'avoir des partenaires canadiens pour venir investir avec eux conjointement dans les projets à l'international. Donc, pour les entreprises qui étaient mes clients dans cette firme, il fallait que je les convainque, il fallait que je leur trouve des partenaires, il fallait que je produise une recherche qui montrait que dans le pays où on veut les emmener en Afrique, il y avait un potentiel dans leur secteur. Pendant 1 an, j'ai essayé, j'ai tout fait. Les entreprises, bien qu'intéressées à en savoir plus, se butaient au fait qu'il n'y avait pas des études, il n'y avait aucune information économique sur l'Afrique. Donc, je travaillais énormément. Je me suis dit, mais pourquoi continuer à le faire pour quelqu'un d'autre plutôt que de le faire pour moi-même? Mm-hmm. Alors, j'ai décidé de créer ma première firme conseil, Afrique Expansion, que vous connaissez aujourd'hui, en 1995. Et je me suis donné cette mission-là de donner l'information économique sur l'Afrique, d'intéresser les entreprises, d'accompagner les entreprises et de leur montrer que l'Afrique n'est pas que la misère qu'on connaît, la misère qu'on voit dans les médias, que l'Afrique est un continent qui a 54 pays et que ces 54 pays ont différents niveaux de développement et qu'ils ne demandent qu'un savoir-faire qui leur manque. Ils n'ont même pas besoin forcément d'argent, ils ont besoin de partenaires techniques, ils ont besoin d'un savoir-faire qui pourrait se retrouver ici, de ce côté-ci de l'Amérique. Donc, c'est ça ma mission et c'est une mission qui me passionne parce que pour réussir dans les affaires, moi, je pense qu'il faut avoir une passion. Donc, c'est cette passion qui m'anime et qui m'a amenée moi-même à prêcher par l'exemple. Les produits Carilis ou Cariderm que j'ai lancés, c'était pour montrer que oui, l'Afrique est riche, elle a des ressources, elle a des matières premières qui ne demandent qu'à être valorisées. Donc, je me suis lancée sans avoir l'expertise sans avoir l'expertise dans la production ou sans être chimiste. Je me suis lancée et je me suis entourée des gens qui connaissaient la chimie, des gens qui savaient comment produire des produits cosmétiques. Là, présenter Carilis, mais en réalité, le premier produit qu'on a lancé, c'est Cariderm. Si vous pouvez mettre cariderm.com. Cariderm.com, c'est la gamme la plus complète qu'on a lancée en 1998 et qui est aujourd'hui présente dans plus de 300 points de vente à travers le monde. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Me permettez-vous de vous poser quelques questions juste avant? Je suis en train d'essayer de montrer aussi Cariderm, comme ça les gens vont pouvoir voir en même temps. Ça, c'est plus pour la peau, soins de beauté, etc., soins de peau, etc. Cariderm.com. Oui. Mm-hmm. Donc, Cariderm est une gamme d'une trentaine de produits, des soins des pieds jusqu'à la tête, mais c'est vraiment des produits certifiés bio-équitables qui redonnent aussi à la communauté. On travaille avec une association de femmes productrices de beurre de karité au Burkina Faso et une association de femmes productrices d'huile d'argan au Maroc. Et on a établi vraiment un partenariat gagnant-gagnant. On a créé un fonds social Cariderm qui fait que chaque fois que vous achetez un produit, par exemple Cariderm, il y a un certain nombre de points que nous accumulons sous forme d'argent et cet argent est retourné à ces femmes-là au Burkina Faso. Parfait. J'aimerais, Amina, merci beaucoup de nous faire part de ton parcours, de ton cheminement. J'aimerais, puis je pense que ça peut intéresser beaucoup parce que, tu sais, peut-être un peu pour que tu sois au courant, nous, ici, dans cette communauté-là, dans le fond d'Afro-descendants, on est sur le marché du travail, on est des étudiants, on est des gens qui sommes nés
dans les Antilles, en Afrique, on est adopté, on est beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde, les partenariats, parce que ça semble être l'une de vos nombreuses spécialités. Comment vous y êtes-vous? Comment t'y es-tu pris? Je m'excuse. Vraiment étape par étape. Parce que moi, des fois, j'ai des conversations et tout avec mes amis qui sont aussi d'origine africaine. Puis ça semble, l'entrepreneuriat est numéro un, on dirait, là, tu sais, comme dans leurs priorités. Puis j'aimerais ça savoir comment tu t'y es prise, un, de manière générale, et puis deux, en tant que femme aussi, qui arrive dans un milieu de dominance masculine. Arriver justement dans un milieu où on ne connaît personne, il faut le dire, on ne connaît absolument personne. La première étape, je pense, l'étape qui a été déterminante, c'est de m'inscrire dans tout ce qui existait comme association. Association liée à mon secteur, chambre de commerce, donc s'associer, devenir membre de ces associations, mais aussi s'impliquer directement dans ces associations. C'est-à-dire, quand il y a un événement, je me présentais toujours aux événements, j'étais parfois, c'est même pas comme aujourd'hui, vous avez la chance aujourd'hui parce qu'on voit des minorités visibles un peu partout, mais moi, à mon époque, quand j'allais dans une activité de la Chambre de commerce de Montréal, dans une salle de 500 personnes, j'étais souvent la seule noire et la seule noire avec une carte en plus qui parle de l'Afrique. Donc, il fallait que je convainque les gens que je rencontrais. Donc, le réseautage, c'est d'ailleurs ici que j'ai appris le mot réseautage. Le réseautage est la clé, vraiment, quand on décide de se lancer en affaires ou quand on est un professionnel et qu'on veut trouver de l'emploi. Je crois que c'est le réseautage. L'exemple même de ce réseautage, c'est que Mamadi a pu me contacter à travers Oumar. Et parce que Oumar m'a appelé tout de suite, je fais confiance à Oumar. J'ai référé ma meilleure amie qui est passée en premier, Myriam, que vous avez bien reçue. Et toujours le réseautage qui fait que moi, je connais France Intelligence et France va me demander est-ce que c'est sérieux cette histoire-là? Est-ce que je peux me présenter? Donc, le réseautage fait que ça crée une confiance. Donc, quand vous réseautez, essayez de trouver une façon de vous démarquer positivement. Positivement, ça veut dire on ne pose pas juste une question pour se faire voir, on pose une question parce que la question est intelligente, parce que la question a un fond et parce qu'on a quelque chose qui ressort de la question que nous posons. Donc, il y a cette façon d'être présent, donc être présent aux activités, s'impliquer dans ces associations et faire du bénévolat. Quand on arrive dans un pays où on n'a pas un travail et on se dit, mais comment je vais faire pour survivre? C'est difficile de faire du bénévolat. Moi, je vous encourage énormément à en faire. J'en ai fait beaucoup. Je suis sur plus d'une dizaine de CA qui sont la plupart bénévoles et de plus en plus payants. Mais il ne faut pas y aller en se disant qu'on va gagner de l'argent. Il faut y aller en se disant qu'on va se faire connaître. On va connaître, les gens vont connaître ce que vous valez et puis que les gens vont vous remarquer et vont vous faire confiance. Merci beaucoup, Amina. Je permets de poser une autre question que j'ai reçue de Ngui. Dans le fond, là, je m'adresse à toutes les personnes qui écoutent en ce moment, qui sont avec nous présentement dans le Zoom. Si jamais vous avez des questions que vous aimeriez que je pose au fur et à mesure à Amina, simplement me les envoyer directement à moi qui est contrôle. Donc, dans la liste de participants, vous appuyez sur contrôle et puis vous écrivez votre question. Idéalement, le plus court possible, comme ça va permettre de poser le plus grand nombre de questions possible. Donc, Amina, j'enchaîne avec la question de Ngui. Je lis le contexte juste pour te mettre dans l'ambiance. Donc, vous offrez du coaching et du mentorat à des entrepreneurs. Quelles sont les barrières pour des entreprises canadiennes qui veulent commercialiser des produits en Afrique subsaharienne et au Cameroun tout particulièrement? Comment les conseillez-vous pour les contourner? Vendre en Afrique, c'est sûr qu'on a un problème, et ça, ce n'est pas juste au Cameroun. Quand on doit vendre dans un pays, il faut s'assurer d'avoir des bons distributeurs. Identifier les distributeurs qui vont être solides, qui vont être crédibles. Et aujourd'hui, avec un bon distributeur, on a la chance d'avoir une assurance
de EDC, Exportation et Développement Canada. Donc, c'est devenu beaucoup plus simple d'ailleurs aujourd'hui de vendre ces produits dans les pays en développement et notamment en Afrique et au Cameroun. Le conseil que moi je donnerais à ceux qui ont des produits, c'est de s'assurer que ce sont des produits qui n'ont pas une forte valeur douanière. C'est-à-dire quand ça arrive dans le pays, on a souvent des grandes surprises de voir que le taux de douane est très élevé et il dépend souvent du type de produit. Si c'est un produit qu'on peut trouver localement, la douane en général, surtout au Cameroun, elle sera immense et le taux va être incroyable. Alors que si c'est un produit qui est fait partiellement ici et conditionné localement ou rempli sur place, ça peut chuter de beaucoup. Ça, c'est côté produit. Côté service, souvent, ce qui est facile, c'est peut-être s'associer avec des partenaires locaux. Il faut identifier des partenaires locaux solides qui comprennent votre secteur et qui vont vous aider à déblayer le terrain. Parce qu'on ne peut pas aller vendre un service, par exemple, informatique en Afrique comme on le vendrait ici. On ne peut pas aller vendre un service de comptabilité comme on le ferait ici. Donc, si on va directement avec un partenaire, ça vous permet soit de vendre directement aux clients ou de vous positionner sur les appels d'offres. Et il y a de plus en plus d'appels d'offres en Afrique. Il y a des sites aussi qui publient, qui diffusent des appels d'offres et il y a des formations qui se donnent aujourd'hui pour voir comment soumettre un appel d'offres, comment répondre à un appel d'offres. Donc, ce genre de conseils que moi je donnerais, que je donne d'ailleurs à des gens que je suis. Merci beaucoup. J'enchaîne, Amina, avec Amina, je vais te préparer. Ça se peut que ça commence les questions de plus en plus. Tchap, 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 tchap. Donc, j'espère que tu es bien prête. Tu te débrouilles comme une championne. Donc, une autre question d'Abdoulaye. Dans votre parcours entrepreneurial dans le domaine du consulting avec Afrique Expansion, comment vous êtes-vous parvenu à en faire une entreprise à succès? Avec Afrique Expansion, il y a eu 3 niveaux. On a commencé comme consultant pour accompagner les entreprises. Donc, on organisait des missions en Afrique. Aujourd'hui, on n'en fait plus beaucoup parce qu'il y a d'autres organismes qui ont commencé à en faire. Mais ce qui nous a vraiment aidé, c'est la partie information économique. On fait des rapports d'intelligence économique, on fait de la communication institutionnelle. Donc, ce qui nous a aidé, c'est vraiment le réseau. Comme je disais, c'est le réseau parce que très rapidement, je me suis rendu compte que ça prenait des gens, ça prend des mentors. Il faut vraiment avoir des mentors qui connaissent les gens, qui vont appeler pour vous introduire. C'est clair que c'est imbattable. Merci beaucoup, Amina. J'enchaîne avec une autre question de... Attends, je m'excuse. Excusez-moi pour la prononciation. Tuha. OK, j'espère que je l'ai bien prononcé. Tuha qui regarde à partir de télévision. Donc, quels sont les 3 pays de l'Afrique qui pourraient être intéressés à accueillir une usine des fabrications de voitures électriques ou en partenariat de cette usine? Si vous avez des suggestions. Si tu as des suggestions, Maxime. Bon, écoutez, il y en a déjà qui en produisent, qui produisent des voitures comme en Afrique du Sud, au Rwanda et au Nigeria. Ces pays-là en produisent déjà. Mais les voitures électriques dans des pays qui ont du mal à avoir l'énergie, il faut déjà qu'on puisse électrifier l'Afrique. C'est un défi que s'est donné d'ailleurs la Banque africaine de développement. Donc, si vous avez un projet comme celui-là, la première chose, c'est vraiment de l'étaler, de l'étendre au niveau de la production, de l'autosuffisance en termes énergétiques. Sinon, ça va être très, très difficile. Mais des pays qui produisent déjà des véhicules, peut-être que si vous venez avec une solution
de production énergétique renouvelable, l'Afrique du Sud, comme je l'ai dit, ou le Rwanda, ou le Nigeria, ou peut-être même le Maroc pourrait accueillir une telle usine. Parfait, merci beaucoup. Il y a quelque chose que tu as mentionné aussi, si tu as parlé, Mina, de partenariat, tu as parlé d'établir des bons contacts, justement, des bons partenaires qui sont sur place notamment. Moi, j'aimerais que tu parles d'une réalité que tu as connue, que tu as bien connue, et celle d'entrer dans une salle, comme j'ai dit tout à l'heure, à prédominance, dans le fond, masculine, puis de se faire prendre plus ou moins au sérieux, voire pas du tout, peu importe pour les raisons. Comment tu t'y es prise? La vraie réalité, c'est surtout en Afrique, quand tu rentres dans une salle avec des partenaires, tu viens avec des Canadiens, c'est toi qui conduis une mission, tu rentres dans une salle et les gens se tournent vers tes clients qui t'accompagnent. Ils pensent que c'est eux qui sont tes patrons. Ça m'est souvent arrivé, et dans plusieurs pays d'ailleurs. Il faut le gérer. En tant que femme, il faut que tu t'affirmes, il faut que tu te lèves et que tu prennes la parole et que tu rappelles aux gens que c'est toi la chef de mission et que tu es accompagnée d'entreprises, tu présentes des entreprises et tu reprends le dessus en expliquant comment ça fonctionne. Parfait, merci beaucoup, Amina. Une autre question ici de Daryl. Dans votre parcours académique, vous avez mentionné avoir complété un MBA à l'UQAM. Aujourd'hui, pouvez-vous évaluer quelle est la portée de cette formation pour vous? Tu as déjà d'ailleurs écrit, peut-être pas écrit, mais en tout cas participé à l'article, justement, qui a été par rapport à l'École de sciences de la gestion. Donc, jusqu'à quel point c'est important, puis jusqu'à quel point ça t'a ouvert des portes, ça, d'avoir le MBA? Mais écoutez, comme j'ai dit toujours, le MBA, c'est d'abord et avant tout la crédibilité du diplôme, la crédibilité qui est aujourd'hui mondiale. Et c'est vraiment, ça ouvre les portes. Ça ouvre les portes parce que les gens te prennent au sérieux, les gens valorisent ce que tu es, ce que tu as fait et ils comprennent. Il y a d'ailleurs certaines personnes qui vont d'abord te demander où est-ce que tu l'as fait parce qu'aujourd'hui, il y a école et école. Donc, si tu l'as fait, comme je dis toujours, dans ton village, il faut que tu justifies que c'est solide. Donc, moi, ça m'a ouvert les portes et ça m'a surtout donné un réseau. Aujourd'hui, avec ma participation comme membre de membre de l'Association des MBA du Québec, ça me permet de donner des conférences aux autres MBA, ça me permet d'interagir avec des PDG de compagnies qui voient la valeur, qui reconnaissent la valeur du diplôme. Et je ne dirais pas que ça a changé grand-chose dans mon parcours, j'allais dire, entrepreneurial, mais ça m'a ouvert quand même les portes et m'a rapproché d'un certain nombre de personnes que je n'aurais jamais côtoyées si je n'étais pas, si je ne faisais pas partie de ce cercle MBA. Tant mieux. Une autre question je ne vois pas le nom au complet, je m'excuse, je pense que c'est Emmanuel. Donc, on parle ici de plusieurs chapeaux, notamment une réalité que tu as soulevée avec ta fille, justement. Donc, puis je rajoute même des chapeaux à la question. Il y a le chapeau de la femme, chapeau de l'épouse, chapeau de la mère, chapeau de l'entrepreneur, chapeau de l'étudiante, chapeau de femme noire aussi. Donc, comment concilier avec ces multiples rôles? Comment tu t'y es prise? Déjà, il faut que je dise que ce qui est important, c'est le chapeau de la femme que tu es, assumer ton rôle de femme. Bien que je prône vraiment l'autonomie, l'autonomie de la femme, pour moi, c'est capital. Il faut dire qu'on a besoin de nos conjoints. S'ils ne nous appuient pas, on ne va nulle part, malheureusement. Donc, si tu es en couple, si tu es avec un partenaire, c'est important de comprendre que
cette personne-là est la personne qui doit te soutenir pour que tu avances. Le chapeau de la femme est très lourd à porter. Et quand il est doublé de femmes noires, il est encore plus lourd à porter. Les défis sont immenses. Par exemple, en tant que femme noire, quand tu vas en Afrique, on se demande d'abord qui... on te fait pas confiance. En partant, on ne te fait pas confiance. On s'intéresse, comme je dis toujours, à la femme, à la belle femme qu'on voit devant. Je le dis toujours parce que c'est malheureusement une réalité et elle est très africaine. Elle est ici aussi présente, mais pas aussi forte qu'en Afrique. Donc, quand tu te retrouves autour d'une table, quand tu rentres dans une pièce, on va regarder ton look de manière générale. On va te traiter en tant que femme et non en tant qu'entrepreneur, en tant que femme d'affaires. Donc ça, il faut vraiment savoir gérer ça, il faut savoir s'affirmer encore une fois et il ne faut pas que tu sois limité parce que il ne faut pas que ça te limite. Il faut que tu continues, il faut que tu t'affirmes, comme je le dis toujours, et que tu assumes ta féminité. Mm-hmm. Je trouve ça intéressant. En tant que mère, comme je disais aussi, en tant que mère, souvent on se culpabilise de ne pas être assez présent. Il ne faut pas se culpabiliser. Il ne faut vraiment pas se culpabiliser parce que quand on commence à se culpabiliser, ça veut dire qu'on se met des barrières. On se met des barrières d'être la mère la plus présente, la plus performante, la plus aimante, la plus... Non, il ne faut pas que ce soit une barrière. Il faut que ce soit partagé. Il faut que... comment je peux dire ça? Il faut vraiment se dire qu'on a le devoir de réussir et on réussit pas seulement pour nous-mêmes, on réussit pour nos enfants aussi. On réussit pour nos filles, on réussit pour donner cette chance à nos enfants de faire comme nous demain. Donc, si on se met à se limiter, si on se met à se mettre des barrières, si on se met à se culpabiliser, on n'ira nulle part, en fait. Mm-hmm. Ça me fait penser aussi, Amina, à ce que tu as dit aussi plus jeune, justement, quand tu es arrivée ici en 1986 avec ton conjoint. À ce moment-là, tu avais un enfant, un garçon. Puis, rapidement, au fur et à mesure, bon, les autres enfants sont arrivés aussi. Puis, très rapidement aussi, les enfants allaient à la garderie. Tu as parlé de ça aussi, de culpabilité, parce que l'enfant a 3 mois, le bébé a 3 mois, puis tu as même dit jeter l'enfant à la garderie. Parce qu'à un moment donné, il faut travailler, il faut joindre les deux bouts. Donc, on fait ce qu'on a à faire. Puis, tu as parlé aussi de l'importance, ça, je trouve ça bien de le mentionner, parce que tu as parlé de l'importance de ton conjoint qui était là pour les enfants, qui était là pour toi, qui t'a permis aussi, toi, pendant ce temps-là, de voyager, d'être dans les avions, rencontrer des gens, établir des partenariats. Donc, cette importance-là du conjoint. Puis, tu as dit quelque chose aussi, notamment dans le podcast, tu as dit l'importance aussi de bien choisir, si on peut dire, bien choisir son partenaire de vie. Puis, comment tu peux, tu sais, par exemple, aux mademoiselles là, qui sont célibataires, là, tu sais, comment peux-tu, par exemple, qu'est-ce qui pour toi a été important, tu sais, dans ce choix-là et tout ce cheminement-là, ouais. Ben, c'est sûr que quand c'est pas facile de choisir parce que ce qui nous attire d'abord chez un homme, c'est pas comment il va porter le bébé ou comment il va mettre les couches. Ça vient plus tard. Mais j'avoue que quand on tombe sur quelqu'un qui tout de suite, pour lui, c'est important que la mère, que l'enfant soit, que la femme soit à la maison, qu'elle s'occupe. C'est des questions à poser. C'est des questions à poser. Est-ce que tu es tu es favorable à ce que les enfants aillent à la garderie? Est-ce que tu es favorable à ce que je travaille, que je voyage? Parce que au final, c'est une relation d'une vie. La relation avec ton partenaire de vie, en fait, c'est ce qu'on dit. Oui. La relation dure une vie, donc il faut se poser ces questions-là. Moi, je conseille aux jeunes filles qui m'écoutent, avant de vous engager, posez les bonnes questions et
Ne vous fiez pas seulement à l'attirance physique parce que l'amour, le grand amour, là, ça ne dure pas éternellement. C'est l'amitié et le partenariat de vie qui reste pour toute la vie. Je prends la peine de reposer une autre question aussi de Tuha. Tuha, dans le fond, je ne sais pas si tu vas être en mesure, Amina, de répondre ou pas. Tu as déjà commencé, mais juste pour clore, elle donne un petit peu plus de contexte si jamais tu veux ajouter quoi que ce soit. C'est, dans le fond, étant d'établir des partenariats ou des infrastructures. Donc, est-ce que tu connaîtrais des grands projets d'infrastructures qui ont besoin du financement? Ce n'est pas nécessairement en Afrique, ça peut être aussi en Amérique du Nord. Je ne sais pas si tu as... tu as mentionné ses commentaires, ses coordonnées, etc. Mais si jamais tu as des idées à lancer comme ça, je pourrais les lui transférer. Elle me contacte, elle a mon email. OK, parfait. Donc, tu as compris le message. Contacte. Justement, fais le réseautage. Applique ce qu'Amina nous a mentionné. C'est parfait. Donc, j'enchaîne avec une question de Berthe. Qui te remercie d'ailleurs pour le partage. Donc, question par rapport à la force, le courage, le travail. Viens-tu d'une famille, donc on s'en va plus dans ton personnel, viens-tu d'une famille de commerçants, d'entrepreneurs? Le soutien, justement, là, tu en as parlé un peu, là, le soutien justement de ton conjoint notamment, mais peut-être si tu recules en arrière, donc tu viens d'une famille de quoi, grosso modo? C'est une famille de commerçants, hein, d'agriculteurs qui produisent et qui vendent. Donc, on a toujours vendu, mon père plantait des cacao, café, bananes, plantains, des oranges, des mangues. Moi, je viens vraiment de cet environnement-là où il fallait produire et il fallait vendre en ville. Donc, pendant les vacances, j'allais dans le village et je transportais. C'est pour ça que je ne suis pas très grande. Je transportais sur ma tête des paniers de toutes sortes de marchandises que je me retrouvais en train de vendre. Je pense que ça part de là, l'art de vendre, de négocier, de convaincre le client à acheter ton produit. Je pense que ça vient de là aussi. Merci, Amina. Une autre question de Mariam. J'en profite pour saluer Mariam. Ça fait un petit bout, on s'est déjà rencontrés justement dans le réseautage, pas encore dans la vraie vie, ça va venir. Donc, quelle est votre perception, Amina, de l'entrepreneuriat féminin aujourd'hui en tant que présidente d'Entreprendre ici? Avez-vous des données sur l'entrepreneuriat des immigrantes? Qu'est-ce qui serait à améliorer? C'est une bonne question. Quand j'ai commencé, moi, en 95, je pense qu'on n'avait pas toutes les ressources qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a bien sûr Entreprendre ici, qui a été créé par le gouvernement du Québec, il faut le rappeler, pour venir justement régler le problème d'entrepreneuriat des immigrants. Parce qu'on s'est rendu compte, quand on regarde le rapport annuel indice entrepreneurial du Québec, on se rend compte qu'il y a 2 fois plus de gens issus de l'immigration qui ont l'intention d'entreprendre. Ils ont 2 fois plus l'intention d'entreprendre que les personnes natives du Québec. Par contre, quand vient le moment de passer à l'action, ils sont beaucoup moins présents comme propriétaires d'entreprise. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a énormément de barrières. Et ce sont ces barrières-là que le gouvernement du Québec a voulu que Entreprendre ici essaie d'aider les entrepreneurs de la diversité à surmonter. Surmonter comment? Parce que souvent, on se rend compte qu'ils ne connaissent pas le système, ils ne connaissent pas les ressources disponibles. Savez-vous qu'il y a plus de 1000 organismes dans l'écosystème entrepreneurial au Québec qui sont là pour aider, pour accompagner, même pour financer. Mais les entrepreneurs issus de la diversité n'ont pas accès souvent, ou quand ils veulent accéder à ces ressources-là, ils ont des barrières. Donc, Entreprendre ici est là pour donner un coup de main pour surmonter ces barrières-là qui sont multiples. Vous les connaissez mieux que moi, parce que vous les vivez. Moi, j'ai accepté justement de présider le conseil d'administration parce que je suis passée par là, parce que j'en ai eu. Et ça, c'est une solution pour les personnes issues de l'immigration. Maintenant, en tant que femme, donc en plus d'Entreprendre ici, vous avez Femmes et Sœurs. Femmes et Sœurs est une organisation créée également par le gouvernement du Québec, mais eux, ils donnent non seulement l'accompagnement, mais du financement
aux entreprises détenues par les femmes, à 51% par les femmes. Et on a un partenariat entre Entreprendre Ici et Femmes Essor pour les femmes issues de l'immigration, les femmes de la diversité. Donc, avec ces ressources-là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus accompagnées, les femmes ont de plus en plus de ressources à leur disposition par rapport à moi, quand j'ai commencé, il n'y avait presque rien. Donc, on est vraiment gâtés au Québec par rapport à d'autres pays. En Afrique, c'est une autre paire de manches. On sait que il y a la plupart des pays, dans les pays africains, il y a plus de 25% des populations féminines qui sont des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'il y a presque 30% des femmes qui sont dans les affaires dans les pays africains. Et ces femmes-là n'ont pas les mêmes ressources, elles se débrouillent tant bien que mal et elles réussissent de plus en plus, elles aussi. Donc, moi, je pense que ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup changé et on a la chance d'être dans un environnement où les ressources sont disponibles, il faut juste les chercher, il faut juste s'informer. On a un problème d'information, on n'a pas suffisamment d'informations, mais si vous vous rendez chez Entreprendre Ici, vous aurez certainement l'information qu'il vous faut. C'est une belle promotion. Yes, on aime ça, Amina. J'en profite justement pour complimenter notamment Entreprendre Ici. Un commentaire, une question de Ghislain qui dit justement on est bien desservi avec Entreprendre Ici. Une fois l'étape terminée, une fois l'étape passée, que faire pour la croissance des startups, l'accélérateur, principalement par rapport aux startups? Une fois que vous êtes en croissance, il y a la Caisse de dépôt qui vient de lancer aussi un programme. Donc, continuez à aller visiter Entreprendre Ici. Vous allez savoir comment aller passer à l'autre étape de votre entreprise. Parce qu'on a des conseillers au niveau du pré-démarrage, du démarrage, et on a des conseillers au niveau de la croissance. Et c'est des services gratuits, donc vraiment profitez-en. Je pense que je fais la promotion, mais c'est vraiment dans votre intérêt. Vous avez intérêt, c'est un service gratuit du gouvernement. Parfait. Tu sais, dans le fond, moi, j'aimerais peut-être, Amina, que tu as mentionné plusieurs conseils, notamment le réseautage, aller de l'avant, s'entourer de gens qui peuvent nous faire avancer, avec qui on a envie d'évoluer. Quel autre conseil aurais-tu à nous donner, en fait, nous qui sommes jeunes, qui voulons entreprendre, qui sommes en mission? Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller? Est-ce que je peux... En fait, le principal conseil, c'est vraiment de s'informer. Il y a tellement de ressources disponibles qu'il ne faut pas rester dans son coin et penser qu'on peut se lancer en affaires sans être accompagné. On peut démarrer, mais aujourd'hui, on a la chance de pouvoir être accompagné. L'information est capitale dans tout ce qu'on fait. Et entourez-vous de personnes qui croient en vous. Si ces personnes-là, s'il n'y a pas de personnes qui croient en vous dans votre entourage, allez chercher ailleurs. Aujourd'hui, on a le réseau mentorat, le réseau M, qui permet d'avoir des mentors. C'est important d'avoir des mentors. Et ces mentors-là, en général, on n'a pas besoin de les payer. Et c'est très utile, en fait. Amina, si tu peux préciser, parce que je ne savais pas aussi que tu étais liée avec le réseau M, je pense, puis là tu me corriges si je me trompe, je pense qu'il faut justement être travailleur autonome où il y a des spécificités. Tu peux juste peut-être les énumérer rapidement, comme ça les gens qui nous écoutent vont savoir si ça peut s'appliquer à eux ou pas. Ben encore là, c'est un partenariat avec Entreprendre Ici, donc je vous enverrai vraiment parce que c'est très complexe, effectivement. Oui. Travailleurs autonomes, il y a des boursiers, des gens qui gagnent aux bourses d'Entreprendre Ici, parce que comme vous savez, on donne 25 bourses de 25 000 $ chaque année. Donc, en étant membre d'Entreprendre Ici, ça vous ouvre ces portes-là également. OK.
Parfait, merci beaucoup. Donc, Réseau M, si jamais, je vais essayer de mettre aussi l'information, le site Internet. Si si ça s'applique à vous, bien, tant mieux. Il nous reste environ 5 minutes. Puis moi, on se dirige peu à peu vers la fin. Puis, sachez que, ben, dans le fond, tout le monde qui est dans le Zoom en ce moment, après ça, il y a une courte séance de réseautage. Nous, on est là à peu près une trentaine de minutes. Puis, si peut-être vous mettez de la pression sur Mamadi, il va peut-être rester jusqu'à minuit. Donc, Amina, bien entendu, c'est la bienvenue. Si jamais tu as le temps, tu as l'énergie, tu as l'envie, si tu peux. Puis sinon, il n'y a pas de problème. On apprécie déjà tout le temps que tu nous as consacré. J'aimerais prendre le temps, personnellement, c'est sûr, de te remercier, de remercier aussi l'audience qui est là, votre belle participation, vos questions. J'ai même peut-être une dernière question par rapport aux produits santé naturelle, qu'est-ce qu'ils contiennent. Puis juste mentionner rapidement au cas où la personne soit toujours parmi nous. Donc, on en a parlé un petit peu au début, beaucoup de beurre de karité, etc. Puis tous les sites Internet que j'ai montrés jusqu'à présent, je les ai mis aussi dans les commentaires. Donc, je vous invite, je le répète, à enregistrer la conversation à la fin à partir de votre ordinateur seulement. Et puis, il y a 3 petits points dans la section des commentaires. Et puis, vous pouvez cliquer là-dessus puis cliquer sur « Enregistrer la conversation ». Moi, j'aurais peut-être aussi une question. J'ai dit que j'aimerais entendre parler un petit peu plus de l'or vert. Personnellement, je ne connais pas l'or vert. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Donc, en tant qu'investisseur, oui, beurre de karité, or vert, c'est quoi spécifiquement l'or vert, puis comment tu t'y es prise, puis qu'est-ce que tu fais exactement avec ça? En fait, l'or vert, c'est comme ça qu'on appelle le beurre de karité au Burkina Faso. L'or vert des femmes, en fait, il faut préciser, c'est l'or vert des femmes, parce que ce n'est produit que par les femmes. Est-ce que vous savez un peu c'est quoi le beurre de karité? Peut-être vous pouvez lever votre main pour les personnes. Moi, je sais c'est quoi, si on peut dire. C'est fait à partir d'un arbre, c'est ça, hein? Il y a comme une genre de noix. Le karité est un arbre, Mamadi veut expliquer peut-être, c'est un arbre de chez lui. Donc, le karité est un arbre qui donne un fruit qui s'appelle le karité. On mange le karité, le fruit. À l'intérieur du karité, il y a un noyau et dans le noyau, il y a une amande. C'est cette amande-là que les femmes écrasent et vont barater, en font du beurre ou de l'huile de karité. Donc, ça se consomme dans l'alimentation, ça se consomme dans les cosmétiques. C'est un produit aussi très utilisé dans le pharmaceutique et ça sert à tout. Et c'est centenaire, le karité. On ne le produit pas, il pousse tout seul dans le Sahel. Mais on n'a pas que le karité, on a le beurre de karité, l'huile de karité, l'huile d'argan, l'huile de baobab, l'huile de Nigel, et on utilise aussi beaucoup d'autres huiles, les parfums de vanille, tout ce qui est richesse africaine, on essaie de l'intégrer dans nos produits. C'est une mission. Merci beaucoup. J'en profite aussi peut-être pour terminer, premièrement, te féliciter. En 2014, Amina, tu as gagné le prix. Là, je ne vais pas me tromper, donc je regarde dans mes notes. Donc, le prix de bachelière, attends un petit peu, en 2014, bachelière. Non, chevalière de l'Ordre national du Québec. Oui, merci beaucoup. Oui, toutes mes félicitations, Amina. Puis peut-être, si jamais, les amis, vous avez une dernière question ou quoi que ce soit, c'est le moment. Il y a peut-être Ghislain qui aimerait justement demander est-ce qu'on peut avoir plus de précision avec la Caisse de dépôt? Tout à l'heure, tu en as parlé un petit peu, Amina, et Placement du Québec. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. La Caisse de dépôt vient de lancer un fonds d'investissement qui investit uniquement dans les entreprises qui font la promotion de la diversité. Mais c'est un fonds de croissance, surtout pour les projets à fort potentiel de rentabilité. Donc, si vous pensez recruter 25% de votre main-d'œuvre issue de la diversité, ou vous-même vous êtes déjà de la diversité et vous entourez des gens de la diversité, c'est le fonds, je crois, 25 à la 3. C'est ça? Donc, OK, merci beaucoup. J'en profite pour mentionner, tout à l'heure, Amina, tu as parlé justement du réseau Mentorat, réseau M. Je partage avec vous, j'ai mis dans les commentaires à tous, ça ressemble à quoi? Donc, c'est le site. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous voulez vérifier si vous êtes éligible, admissible, vous prenez le temps de regarder ça. Donc, c'est déjà dans les commentaires, OK? Donc là, je vais rapidement, juste pour vous dire que ça ressemble à ça une fois que vous allez arriver dans la page.
prenez le temps d'appeler. Moi, c'est ce que j'avais fait. Puis là, c'est là que j'ai réalisé que dans mon cas, en tout cas, je n'étais pas admissible. Donc, je vous invite En fait, je t'invite tout simplement à mettre l'accent sur ce sur quoi Amina a dit. C'est, tu veux quelque chose dans la vie, c'est d'aller de l'avant, c'est de le demander, c'est de le faire savoir. Les gens, ils ne peuvent pas lire dans votre tête. Ils ne savent pas qu'est-ce que vous voulez. Puis je pense que c'est de continuer puis de persévérer, tout simplement. Merci beaucoup à tous. Mamadi, je te laisse le mot de la fin. Puis si jamais aussi, j'ai peut-être passé des questions. Je pense quand même avoir couvert toutes les questions. Il y a certaines questions que j'ai vues peut-être qui ont été envoyées peut-être à mon nom personnel qui était Ingrid Gilbert, mais moi, j'ai accès vraiment avec le contrôle. Donc, si jamais j'ai passé par-dessus, sache que ce n'était pas volontaire. Puis, il y a une période de réseautage là, qui va commencer d'ici peu. Donc, ça sera peut-être ton moment de poser tes questions si tu as la chance peut-être d'être avec Amina, si elle reste avec nous. Puis sinon, bien, on pourra toujours peut-être la contacter aussi. Là, elle est dans les réseaux sociaux, etc. Donc, Mamadi, peut-être pour le mot de la fin. Oui, merci beaucoup Ingrid. Merci beaucoup Amina. On est très, très, très contents. Ingrid le sait, quand on a eu la confirmation que tu acceptais de revenir, bien sûr, j'étais super, super excité. Donc, vraiment, merci sincèrement et merci à tout le monde qui a participé à cet événement. Je sais que vous êtes aussi contents que nous parce que, en fait, au dernier événement, en fait, on avait fait un sondage et puis dans le sondage, on demandait aussi des gens les gens voulaient avoir. Donc, ton nom est revenu comme plusieurs fois. Donc, je sais qu'il y a des gens qui sont là et puis qui sont très, très heureux aussi. Donc, merci sincèrement. Et le réseautage va commencer dans quelques minutes là maintenant. Et nous vous prions vraiment de rester parce que, comme Amina l'a dit, le réseau est très, très important, que ce soit pour des entrepreneurs ou pour des professionnels ou bien pour tout le monde parce que le réseau, c'est ça qui va nous permettre d'avoir des amis, d'avoir des futurs collaborateurs, d'avoir des employés. Donc, la base, c'est vraiment le réseau parce qu'à un certain niveau, ce n'est plus seulement la compétence qui prime. Il y a la compétence, mais à compétence égale, la chose qui va faire la différence, ça va être le réseau. Donc, c'est vraiment important et puis nous vous prions de bien vouloir participer à ces résultats. Merci encore, Amina. Merci, Amina. Peut-être une dernière chose que j'aimerais mentionner par rapport au réseautage précisément, ça c'est revenu aussi dans les commentaires à la suite du sondage. On va vous mettre dans la façon que ça fonctionne, on vous met dans des salles. Okay? Si jamais tu n'as jamais vécu ça auparavant, c'est nouveau peut-être pour toi. Donc, tu vas être transféré automatiquement dans une salle. Mamadi est en train de faire les groupes justement. Et puis, ça va être un moment pour toi d'échanger, donc de parler, de dire qui tu es, de te présenter, de créer des liens. Et puis, dans le fond, on te demande d'ouvrir ta caméra parce que sinon, ça sert un peu à rien. Donc, on te demande d'ouvrir la caméra, on te demande de participer, de parler, puis on te demande d'écouter aussi. Donc, j'invite tout le monde vraiment à ouvrir leur caméra. Si tu es là, si tu restes, c'est parce que ça t'intéresse, c'est parce que tu veux réseauter. Puis là, Amina, je vois qu'elle est toujours là. Donc, ça veut dire que tu restes. Quelques minutes? 5. Ouais. 2. Un tour de réseautage peut-être de 3 minutes, gros max? Ça a de l'allure? OK, merci beaucoup, Amina. Donc, Mamadi, tu peux peut-être faire les groupes, 3 minutes. Okay. Puis les chanceux seront avec Amina, puis les autres, bien, seront avec toutes les autres belles personnes. Avant tout ça, j'aimerais juste passer comme une minute là, de vidéo. C'est notre sponsor qui est Colosso, en fait, qui est une compagnie aussi qui est active dans le domaine de transfert d'argent, de la fintech. Donc, ça va juste être une minute et quelques. Et après, on poursuivra avec les réseautages. Je m'appelle Maïmuna, j'ai découvert Colosso par le biais d'un ami qui m'a parlé de cette solution de transfert d'argent. Je peux maintenant envoyer de l'argent grâce à mon cellulaire ou mon ordinateur portable en quelques minutes et en quelques clics, ce qui fait que je gagne beaucoup de temps. Pour procéder à votre transfert d'argent, c'est très simple, il vous suffit d'avoir en main votre carte Colosso, de vous rendre sur la page d'accueil du site web Colosso, d'entrer le pays duquel vous envoyez l'argent, le pays de réception ainsi que le montant à envoyer. Vous cliquez sur envoyer, vous êtes dirigé sur une deuxième page où vous entrez le numéro de votre carte Colosso.
votre nom, prénom, numéro de téléphone et profession. Vous entrez aussi les informations du destinataire, donc nom, prénom, numéro de téléphone et mode de réception. Vous vérifiez que toutes les informations sont correctes. Vous cliquez sur « Confirmer et envoyer » et une page s'affiche vous indiquant que votre transfert a été complété et que vous recevrez un texto dès que le destinataire sera en possession des fonds. Merci beaucoup, Mamadi, pour la vidéo, les commanditaires. Donc, merci à toutes les personnes qui sont là, qui nous remercient d'être là. Merci à ceux qui restent aussi. On va faire le réseautage. Peut-être, Mamadi, tu peux faire comme peut-être un... Ouais, peut-être calculer 2 minutes.